Voilà, je m'appelle Ravetel Christian, agent EDF, parce que même en étant passionné comme je suis d'anthropologie, c'est pas avec ça que j'aurais pu me nourrir ou vivre exactement. D'abord, ma formation me vient essentiellement d'une personne. Cette personne s'appelait Sami Benveniste. Il était le neveu d'Émile Benveniste, le dernier grand maître mondial en linguistique générale. Donc, à l'heure actuelle, je suis le dernier anthropologue authentique, disciplinaire, si on prend le principe de Franz Boas, comme disait Rose Bénédicte, qu'elle disait donc quand Franz Boas entra dans l'école d'anthropologie, c'était une science, à cause de Lewis Henry Morgan, et maintenant c'est une discipline grâce à Franz Boas. Donc moi j'ai été formé par Sami Benveniste, qui n'était pas un anthropologue au machin, mais qui avait des connaissances en anthropologie. Voilà. Donc en plus de l'anthropologie, de l'étude anthropologique, j'ai tout l'acquis des benvenistes. J'ai non seulement l'acquis d'Émile Benveniste, le linguiste, mais j'ai l'acquis aussi de son maître, Antoine Meillet, voilà, avait souvent décrypté les langues cyrilliques et tout ça. Voilà, donc pour moi, je considère avoir deux acquis. Anthropos, homme, logos, étude de l'homme, c'est rechercher l'homme, étudier l'individu. Mais essentiellement rechercher aussi ses origines, quels furent son tronc commun, ne pas l'associer à d'autres peuples, trucs comme ça. Donc, mes références linguistiques peuvent m'aider là-dedans. Mais je sais très bien que pendant des années, dans la science officielle, on a servi des poncifs. Moi, j'ai fait un peu d'archéologie pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, l'archéologie, j'ai été très déçu par l'archéologie parce que les conclusions qu'on en tirait, pour moi, n'étaient pas justes. Ça n'allait pas. Donc j'ai abandonné l'archéologie pour faire de l'anthropologie. Malgré tout, je reviens à cette archéologie, puisqu'en revenant dans les Ligures, je reviens un petit peu à mes premiers amours, mais avec un autre regard. Voilà. Il faut faire attention. L'anthropologie, disait Franz Boas, le grand anthropologue américain, qui a écrit dans les années 56 Ethnology to the Quackult, merveilleux ouvrage, non sans faux. Si l'anthropologie est une discipline behavioriste, une discipline du comportement, il faut faire très attention. On peut analyser, on peut voir des choses qu'un historien, qu'un archéologue ne peut pas voir. Comme ça s'est passé au Mont Lassois. Moi, je vais au Mont Lassois, je vais à la Seine-sur-Mer, je suis avec un copain qui s'intéressait un peu à l'histoire. Il dit, mais attends Christian, tu viens de voir le musée, pourquoi tu veux aller au Mont Lassois? Je lui dis, parce que le Mont Lassois, je veux voir comment il est fait. Moi, j'avais les objets dans la tête du musée. Mais maintenant, c'est là où l'anthropologue intervient, il faut mettre les objets en situation, ce qu'on appelle, dans le langage latin, in situ. On emploie souvent ce terme dans les ouvrages. In situ, ça veut dire en situation. Quand on prend les objets de la Seine-sur-Mer, on les remet en situation là où ils ont été à peu près découverts, on s'aperçoit très vite de quelque chose. Moi, je n'avais même pas besoin des objets. Quand je suis arrivé au Mont Lassois, j'ai constaté une chose. Mont Lassois, oppidum, oppida, principal, oppida, directionnel, et puis autour, il y avait d'autres petites montagnes où il y a certainement eu des oppidas, là il y aurait des fouilles à faire, où il y a certainement eu des petits oppidas, pareil, mais qui étaient vassals du premier, de celui du Mont Lassois. Et ça, je l'ai constaté tout de suite. Mais un archéologue ne voit pas ça. On voit tout de suite à la configuration géologique. Et si je fouille certainement en haut plusieurs sommets, je vais retrouver plusieurs oppidas. Il y en a peut-être qui ont disparu avec le temps. Mais il y en a d'autres, à mon avis, qui sont toujours là, dont les ruines sont toujours là. Et on peut trouver cette notion de vassalité. C'est assez facile. Un oppida qui est vassal d'un autre, l'oppida central, il a quelque chose dans l'architecture que l'oppida vassal n'a pas. Alors ça, c'est aussi
ça fait partie aussi du domaine de l'anthropologue. Un historien ne verra pas, ne fera pas la différence entre un oppidum vassal et un oppidum maître. Voilà. Il ne fera pas. Ou un oppidum mère, disons, puisqu'on utilise le système matriarcal. Il ne verra pas ce genre de truc. Un anthropologue, lui, le verra. Il verra ça au niveau architecture, il verra au niveau agriculture. En agriculture, par exemple, l'oppidum mère aura des cultures principales. Tout ce qui est aléatoire, par exemple, orge et avoine, par exemple, blé, épeautre, apparaîtra dans l'oppidum mère. Tout ce qui est sarrasin, maïs qui n'était pas encore, machin, ou mills, comme le sorgho en Afrique, sera utilisé par un oppidum, sera cultivé par un oppidum vassal, parce que ce sont des cultures secondaires. Et l'anthropologie dans l'université, qu'est-ce que tu en penses? Dans l'université, je vois qu'on oublie un petit peu certaines notions en anthropologie. Les anthropologiques. C'est anthropologie qui apparaît à tous les peuples. Que tu sois d'Asie ou d'Afrique ou n'importe quoi, il y a toujours des logiques. Et ces anthropologiques, on n'y met pas assez l'accent dessus. J'ai peur que la définition de Franz Boas, l'anthropologie en tant que discipline behavioriste, le mot discipline finit par disparaître. Que l'anthropologie redevienne une science. Et c'est pas ce que je voudrais. Claude Lévi-Strauss est un ethnologue. Ne pas confondre avec Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, Thérumienne Chiplon, qui, elle, était une anthropologue. Et qui a même défini le terme d'anthropologue. Quand on n'est pas content de soi-même, on se fait psychologue. On n'est pas content de sa société, on se fait sociologue. Mais quand on est content ni de soi-même, ni de sa société, on se fait anthropologue. C'est pour ça que Margaret Mead mérite le terme d'anthropologie. Or, je ne pense pas que Lévi-Strauss aurait pu faire cette définition. Peter Murdoch aurait pu faire, de la Columbia University. Oui, Arthur Cortedon, Edward Westermarck, Alexander Krepp, dans Mythologie universelle. Edward Westermarck, The History of Marriage. Voilà. Arthur Cortedon, The Wrath of Men and Their Distribution, 52, qui est paru après en 56 chez Félix Lacan dans Les Races des Hommes. Ça, c'était des anthropologues. Parce que eux ont défini la base anthropologique, même si c'est de l'anthropologie physique ou de l'anthropologie sociale. Des gens comme Robert Lowy, Columbia University, voilà. Des gens comme Francis Carl Ibbets, de l'Université de Buenos Aires, quand il a parlé l'homme primitif américain chez Payot en 52. Là, d'accord. George Gaylord Simpson sont des anthropologues, même si ils ont une tendance un petit peu évolutionniste. S'ils parlent plus évolution, bon, si on condamne un petit peu le système darwiniste, si on le met un peu de côté, ça n'empêche pas leur valeur. Parce que George Gaylord Simpson a une grosse valeur. Bon, mais pour moi, en tant qu'anthropologue, je dis que c'est les premiers anthropologues. Comme George Seligman, pareil, avec les races de l'Afrique. Bon, il a dit plein d'erreurs, mais ça n'empêche pas que le document reste valable. Voilà. Léo Frobenius, Freddy Straszel, tout ça sont les premiers anthropologues. Bien qu'ils n'étaient pas considérés comme tels à l'époque. Discipline et sciences. L'approche n'est pas la même. Tu peux dire quoi sur cette différence? La différence, c'est qu'une science, si tu veux, tu analyses un petit peu en surface. Tu ne peux pas aller en profondeur. Car l'anthropologie, il y a une rigueur, tu vois. Et cette rigueur, ça merde. Avec la rigueur, tu ne peux pas... Il y a des choses, des fois, qui te déplaisent dans la rigueur. Et tu es obligé d'accepter. Si tu veux, quand c'est une science, tu peux dire, bon, allez, selon l'humour du moment, tu as envie de faire, tu conclus comme ci, ou tu conclus comme ça. Avec l'anthropologie, tu peux pas. Il y a des moments, moi, je suis tombé sur l'anthropologie, sur des études,
je me suis mordu la main. Parce que ça n'allait pas avec mes convictions. Et j'étais obligé d'accepter. Bien structurer les choses. Pas trop se laisser emporter par sa ferveur. C'est là où l'anthropologie, quand tu es archéologue, tu te laisses emporter un petit peu, tu dis allez, c'est sympa, puis tu oublies, tu passes à la trappe des choses. Est-ce que quand tu es anthropologue, comme moi, de conviction, non, mon pote, c'est comme ça, tu aimerais bien que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et tu te bouffes les doigts des fois, Tu vas te mordre le poing, tu te dis merde, je suis obligé d'accepter une idée qui va des fois à l'encontre de ce que tu penses. Alors n'oublie pas une chose, pour être vraiment un anthropologue, même si ça te coûte beaucoup, tu seras obligé de faire abstraction de ta personnalité. C'est pas simple parce qu'il y a des fois, toi, tu as une idée, d'un seul coup, tu trouves quelque chose qui va à l'encontre. Et là, on peut dire que je me suis mordu des poings, moi, plusieurs fois, parce qu'il y a des fois, tu trouves un truc qui va tout dans le bon sens, pour toi, d'un seul coup, une pierre sur le chemin. Il faut reconsidérer la chose. Et c'est là où toute la phrase de William Godfrey Leibniz prend tout son sens quand il s'oppose à comment il s'appelle, à John Locke et à Spinoza, en disant que Spinoza, qui faisait de son expérience une valeur absolue, et pas oublier une chose, l'expérience est une lanterne que ton porte derrière son dos, elle n'éclaire que le chemin parcouru. Il y a des moments, ton expérience, puis à bout d'un moment, tu ne peux plus passer. Après, il faut y aller au mur et au marteau. Tu te trouves devant un mur. Psychologique, certes, mais un mur. Donc il faut trouver les outils pour démonter le mur. C'est pas toujours évident. Je veux dire que je me suis fait mal à la tête, moi. Des fois pour casser le mur, parce que j'ai tout essayé. Plusieurs fois, je me suis trouvé devant des murs, mais des murs comme ça. Des murs en face, pour passer de l'autre côté, oui. Alors tu fais un trou, tu regardes, oui, alors comment je vais faire? Oui, là j'ai passé la main, j'ai passé la tête, j'ai passé le bras, mais pour passer le reste du corps, faut que... Et c'est pas toujours... tu dois te faire violence. C'est-à-dire que tu dois être des fois en opposition avec tes propres croyances. Parce qu'on reste quand même, même si tu fais abstraction de ta personnalité, tu resteras, il y a un peu de ta croyance qui résistera de ça. Alors il faut faire attention. Essaye d'abord de voir chaque individu avant d'analyser la société dans son ensemble. Alors c'est pas facile, mais tu arriveras à une justesse, si tu veux, à quelque chose de très juste par rapport à beaucoup d'autres choses. Ça apprend l'humilité. Ça apprend pas l'humilité, mais ça apprend à avoir un regard plus objectif. Et des fois, t'emmerdes le monde, parce qu'ils nous ennuient. Puis si les gens te font comme moi, te menacent un peu, trucs comme ça, rappelle-toi, on fait jamais de menaces à quelqu'un qui se trompe. On le laisse se tromper. Le jour où on te fait des menaces, c'est que t'as tout juste. Tu te rappelles dans le curé de Tours, quand ce vieux sénateur, écrit par Honoré de Balzac, quand ce vieux sénateur apostrophe son lieutenant de vaisseau de neveu et lui dit « Petit, réussir, c'est se gêner soi-même jusqu'au moment où on gêne les autres. » Moi, je n'avais pas pris conscience, c'est ma mère qui m'avait pris conscience. Elle me dit « Mais Christian, si on t'appelle l'anthropologue du diable, c'est que tu gênes du monde. Si tu gênes du monde, c'est que tu as raison. » Alors tu as repris ce terme à ton compte, anthropologue du diable. Anthropologue du diable, on me l'a donné. Je l'ai pris un jour, un petit peu comme ça. À un moment donné, il m'a emmerdé. Et puis finalement, maintenant, je m'en sers, même pas comme d'un bouclier. Je m'en sers comme d'une arme, plutôt. Parce que, il y a quelques années, quand j'étais à EDF, on a fait un article sur moi, ça m'a propulsé au tableau d'honneur de l'entreprise. Et l'homme qui a fait l'article a dit Christian pourrait croiser le fer sans bouclier chez Bernard Pivot.
Alors ça a fait l'effet d'une bombe, parce qu'à l'époque, il y avait apostrophe et tout ça. Ça voulait dire qu'on aurait pu inviter des mecs, et puis moi, disons que j'aurais pu discuter avec eux, mais ils n'auraient pas trouvé le moyen de se défendre, disons, voilà. Souvent parce que je sortais des trucs avec une exactitude forcenée, voilà. Et quelle est ta méthodologie personnelle? Moi, structuro-fonctionnaliste. C'est-à-dire que je mets au même niveau l'anthropologie structurelle définie par Claude Lévi-Strauss, enrichie par une anthropologie telle que Margaret Mead l'avait définie, mais il y a aussi Alfred Reginald Radcliffe Brown, qui lui a créé l'anthropologie fonctionnaliste. Mais je les mets au même niveau. Parce que lorsqu'on lit l'ouvrage d'Alfred Reginald Radcliffe Brown, qui est dans son ouvrage Structure et fonction dans la société primitive, je m'aperçois qu'il met la structure et la fonction au même niveau. Alors que Claude Lévi-Strauss, non. Il met la structure avant la fonction. Donc à la limite, pour moi, maintenant ça c'est une opinion personnelle, je dis Alfred Reginald Radcliffe Brown, pour moi, est plus exact que Lévi-Strauss. Alfred Reginald Radcliffe Brown, toujours professeur à l'université de Cambridge, puisque moi-même je me réclame de Cambridge, de l'enseignement cambridgien, est plus anthropologue que Lévi-Strauss. Tu procèdes comment avec cette méthodologie pour Moi, je mets d'abord, j'analyse les objets, la texture, l'objet tel qu'il a été configuré, et ensuite l'utilisation de l'objet. Quand j'ai défini l'utilisation de l'objet, je le mets en situation dans un milieu bien défini. Je reprends la notion de Kulturkreis, définie par Léo Frobenius, élève lui-même de professeur Friedrich Ratzel, qui était un anthropologue allemand. Voilà. D'accord. Donc ce sont les Kulturkreis, culture, Kreis, air culturel. Voilà. Alors, extrêmement restreint, autarcie, voilà, mais qui s'est développé sur un peu de, où il y a peu de rayonnement sur l'extérieur. Donc ce sont les différentes étapes de l'objet qui t'intéressent. Voilà, c'est les différences. D'abord l'étape de l'objet, et ensuite l'objet en situation, pour savoir l'utilisation. Et c'est là qu'on peut déterminer le comportement de l'individu qui les utilisait. Face à l'utilisation dans un milieu bien défini, tout ça. Si vous êtes anthropologue, essayez de conserver la notion de discipline. Mais il ne faut pas oublier le message de Franz Boas. L'anthropologie est une discipline behavioriste. N'ignorez pas le behaviorisme, le courant behavioriste créé par John Bradius Watson. Étudiez-le, étudiez Pavlov, Baikov, Sekmenov, Teplov, Igor Betcherev, Tuparov, tous ces gens qui furent à la base du behaviorisme. Utilisez après John Bradius Watson, Arthur Reynolds, Arnold Gessel, Clark Leonard Hull, Edward Chase Tolman, Boris Frederick Skinner et Louisa et Joseph Bornkreitz de la Duke University. Tous ces gens ont défini le behaviorisme. Tu peux définir en 2 mots le behaviorisme? Le behaviorisme, c'est la psychologie du comportement. Behavior, qui veut dire en anglais ou en américain, comportement. Alors, c'est un courant psychophilosophique qui est né à peu près dans les années 60-65, par là, par John Bradius Watson, pour définir certains comportements. Dis-moi comment tu te comportes, je te dirai qui tu es. Voilà. Mais il faut lire, parce qu'il y a beaucoup de choses de Skinner où on ne pourrait pas nous définir. Là, il faut passer sur un autre sujet. Voilà. Mais attention, le behaviorisme est très dur. C'est-à-dire que si tu associes le behaviorisme à l'anthropologie, tu rentres dans un côté strict dans l'anthropologie qui est plus dur qu'à l'origine. Là, tu ne deviens pas l'égal de Franz Boas, mais tu utilises le même système de méthode que Franz Boas. C'est-à-dire que tu ne peux rien laisser au hasard. Tu n'as pas le droit de te tromper. La moindre erreur peut être catastrophique
Merci à toi.